Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter comment on est passé du système géocentrique à un système héliocentrique. Et je vais tout de suite vous dire ce que c'est un système géocentrique et un système héliocentrique. Hop. Et donc ici, on va voir un système géocentrique. Alors, en gros, un système géocentrique, c'est quoi? C'est de dire la Terre, elle est au milieu de tout, elle est au milieu de l'univers, elle est au milieu du système solaire. Et de dire, eh ben, il y a tout qui tourne autour de la Terre. Donc ici, on a par exemple les planètes qui tournent autour de la planète Terre. Et après, on va avoir le système héliocentrique un peu qui ressemble au système actuel. Donc on va voir le système héliocentrique. Donc le but, c'est de dire le Soleil, il est au milieu de tout, il est au milieu du système solaire, au milieu de l'univers, et que tout tourne autour du Soleil. Et donc, pour passer du géocentrisme à l'héliocentrisme, on va bien sûr commencer par le géocentrisme. Alors, pourquoi avoir inventé le géocentrisme? Eh bien, tout d'abord, c'est pour expliquer de façon plus scientifique l'univers. Parce que jusque-là, c'était vraiment des théories philosophiques. Et donc là, le but, c'est d'expliquer avec des preuves scientifiques le système solaire et l'univers en général. Donc, c'est un système qui est assez ancien. Et on dit en fait que la planète Terre est au milieu, comme on l'a vu juste avant, et on dit que celle-ci, elle est immobile. Que, par exemple, ici, le cycle jour-nuit, il n'est pas dû au mouvement de la Terre, on dit qu'il est dû au mouvement extérieur de la Terre. Par exemple, aussi pour les changements de saison, c'est pour ça qu'on a inventé le géocentrisme, pour expliquer aussi des événements qui sont sur Terre, donc les changements de saison, le cycle jour-nuit. Et dans ce système géocentrique, on va dire aussi que les orbites, elles ne sont pas elliptiques. Dans le système actuel, on dit qu'elles sont elliptiques. Et dans un système géocentrique, on va dire les orbites, c'est des cercles parfaits. Et donc ça va être une notion qui va être bien défendue par notamment deux grands noms que vous connaissez sûrement, Aristote et Ptolémée. Et donc le géocentrisme, il va commencer dans une école. On l'appelle l'école de Millet. Bon, comme dans son nom l'indique, c'est Thalès de Millet qui l'a inventé, qui l'a fondé. Et Thalès de Millet, il va commencer par tenter d'expliquer le cosmos d'une manière scientifique. Donc il va placer la Terre au milieu, donc on est dans un système géocentrique, la Terre est au milieu, et c'est un disque plat, comparé à aujourd'hui où on dit que la Terre est sphérique. Et donc cette Terre en disque plat, elle est entourée d'eau, et autour de cette Terre, on a ce qu'on appelle la sphère céleste. Et la sphère céleste, avec ça, il va expliquer un peu les astres et aussi les phases de la Lune. Pour les expliquer, il va placer un godet en feu. Et par exemple, là, on va prendre l'exemple de la Lune. Nous, on voit la pleine Lune. Et pour expliquer la pleine Lune, il va dire la pleine Lune, c'est quand le godet en feu, il est totalement retourné. C'est pour ça qu'on la voit complète et qu'on voit toute sa lumière. Ensuite, par exemple, pour expliquer la demi-lune, il va dire le godet, il est à moitié retourné. Donc ça veut dire qu'on voit la moitié de la lumière du godet. Et donc, par exemple, aussi après, pour expliquer les éclipses de lune, il va dire le godet, il est totalement retourné. C'est pour ça qu'on ne voit pas la lune. Et après Thalès de Millet, on va avoir son élève. Son élève, c'est Anaximandre. Et il va totalement changer le modèle de Thalès de Millet. Il va juste garder une chose, il va dire la Terre, c'est toujours un disque plat. Mais pour expliquer un petit peu les cycles, il va mettre des ronds autour de la Terre. Il va expliquer un premier cycle qui va être le cycle des étoiles. Il va dire les étoiles, elles font le tour de la Terre en un jour. Et donc, il va placer un cercle, un tout petit cercle, là on ne le voit pas très bien, parce qu'il est tout petit, pour dire les étoiles, elles font le tour de la Terre en un jour. Ensuite, il va expliquer le cycle de la Lune. Il va placer un cercle qu'on va dire c'est le cercle intermédiaire, et il va dire, ce cercle, il fait le tour complet de la Terre en un mois. Donc il va dire que la Lune fait le tour de la Terre en un mois. Et ensuite, il va dire que ici, on va avoir un cercle qui symbolise le Soleil, et donc le Soleil, il fait le tour de la Terre en un an, ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Et donc ici, on voit que les étoiles, elles vont plus vite que la Lune. Et ensuite, on va avoir son élève, on va avoir Anaximène. Alors, il va toujours garder ce principe de la Terre est plate, mais il ne va pas dire juste la Terre est un disque plat. Il va dire il y a aussi le Soleil et on a aussi la Lune qui est un disque plat. Et il va dire, bien sûr, que le Soleil tourne autour de la Terre. Et en fait, il va inventer le système solaire. Il va dissocier les planètes qu'on a ici
et ben, il va les dissocier de la sphère des étoiles. Parce qu'avant, les gens ils pensaient que les étoiles et les planètes, bah, c'était la même chose. Et donc là, il va dissocier les planètes des étoiles. Donc on va avoir en premier la Terre, le Soleil, toujours qui a un disque plat, pardon, comme la Terre qui tourne autour de celle-ci. Ensuite, on va avoir les planètes qui sont dissociées des étoiles. Et ensuite, on va avoir la sphère des étoiles. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'inventeur du système solaire. Et puis après, eh ben, on va avoir son élève. L'élève qui s'appelle Anaxagore. Et Anaxagore, il va comprendre les phases de la Lune, il va comprendre qu'elles sont dues au Soleil. Ici, il va comprendre que c'est les rayons du Soleil qui viennent se réfracter sur la Lune et que nous, on voit la réfraction de la lumière du Soleil sur la Lune. Et que c'est pour ça que des fois, on ne voit pas du tout la Lune, c'est parce qu'on n'est pas du bon côté pour voir la réfraction. Il va aussi tenter de mesurer la taille et la distance du Soleil par rapport à nous, ce qui ne va pas réussir. Il va se tromper. Et il va dire quelque chose qui va lui valoir une peine de mort. Il va dire, non, les astres, ce n'est pas des dieux ou ce n'est pas des godets comme on l'a vu un peu avant. Il va dire, non, les astres, c'est juste des cailloux qui se promènent comme ça. Et donc, à Athènes, ils ne sont pas très contents. À Athènes, ils disent, non, tu ne peux pas dire ça. Nous, on croit que c'est des dieux. Et donc, ils vont le condamner à mort, ce qui va le mener à fuir Athènes. Et ensuite, on va passer à une nouvelle école. Donc là, ça va être Anaxagore qui va marquer la fin de l'école de Milet. Et donc, on va passer à une autre école grecque, l'école de Crotone, où, bien sûr, vous connaissez cette personne qui est Pythagore. C'est Pythagore, en fait, qui va fonder l'école de Crotone. Il va la fonder sur une philosophie qui est la philosophie du nombre. Pour lui, tout est nombre, pour lui, tout est construit sur des proportions. Donc, par exemple, la géométrie est construite sur des proportions, la musique, l'arithmétique, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'astronomie est construite sur des proportions. Et il va dire, comme on l'a vu avant, que les orbites des planètes, c'est des cercles parfaits. C'est ce qu'on disait avant, c'est de là où vient le modèle où on dit que les cercles sont parfaits, c'est à cause de Pythagore. Et donc, il va prétendre pour la première fois que la Terre, non, elle n'est pas plate, comme on disait avant dans l'école du Millet. Il va dire, non, la Terre, elle est sphérique. Et il va dire une autre chose, il va dire que Vénus, c'est une seule et même planète. Parce que vous voyez, peut-être quand vous vous levez ou quand vous rentrez du boulot, des fois, on voit une étoile. En fait, ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Et des fois, on va la voir briller le matin, et des fois, on la voit briller le soir. Eux, ils pensaient avant que c'était deux planètes. Ils pensaient qu'il y avait une planète pour le matin et une planète pour le soir. Et donc, Pythagore, il va dire, non, en fait, c'est une seule même planète qu'on voit des fois le matin et des fois qu'on la voit le soir. Ensuite, on va avoir toujours Pythagore. Et Pythagore, en fait, tout ce qu'il a trouvé juste avant, donc qui disait que les trajectoires, c'est des cercles parfaits, sa philosophie du nombre, etc. En fait, c'est ce qui va inspirer quasiment tous les modèles du système solaire jusqu'au Moyen-Âge. Et Pythagore est aussi présenté par de nombreux auteurs comme l'inventeur des excentriques et des épicycles. L'épicycle, c'est ce qu'on a ici, c'est une planète qui tourne autour de ce qu'on appelle le cercle du déférent. Ensuite, on va avoir Philolaos qui précède Pythagore, et lui, il va retransmettre un peu, il va reprendre le modèle de Pythagore, toujours ici on le voit avec les cercles parfaits, les orbites parfaits, et il va inventer un système pyrotechnique. Donc ici, on ne va plus avoir la Terre, elle est totalement au centre, il va inventer un feu central, ici qu'on appelle Hestia. Et il va découper son système en trois parties. Ces trois parties, elles sont composées du ciel, qu'on a ici, du cosmos et de l'Olympe. Alors, dans le ciel, on va avoir la Lune, avec la Terre, l'antiterre, et ensuite le feu central. Après, on va avoir le cosmos. Dans le cosmos, lui, il va mettre les planètes, il va mettre le Soleil, et il va mettre les étoiles. Et ensuite, on va avoir l'Olympe, et dans l'Olympe, on retrouve ce qu'on voyait un petit peu que dénonçait voilà, Anagore. Il disait que c'était des pierres. Là, on va retrouver les dieux. Donc, l'idée de Pythagore, d'Anaxagore, n'a pas réussi à arriver jusqu'ici. Et on va continuer dans l'école de Crotone. Et dans l'école de Crotone, on va avoir Icétas.
Alors Icétas, il a fait une chose qui est très intéressante, c'est qu'il va dire que la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. C'est quand même une grande avancée parce que par rapport à avant, on disait que la Terre, elle ne bougeait pas, elle n'avait aucun mouvement. Ils expliquaient tous les événements terrestres par des mouvements extérieurs à la Terre. Et donc ça va créer une division entre les partisans de Icétas qui dit que la Terre elle tourne sur elle-même en 24 heures et un peu les anciens qui restent sur l'idée que la Terre, non, elle ne tourne pas, elle est immobile et que les événements terrestres, ils sont dus à des mouvements extérieurs. Et ensuite, on va voir l'école d'Athènes avec une personne que vous connaissez tous de nom, très certainement, une personne qui s'appelle Platon. Platon, il va reprendre un petit peu la philosophie de Pythagore, mais il va la pousser à l'extrême. Et il va dire, bien entendu, que la Terre est au centre de l'univers. On reste toujours dans un modèle géocentrique. Et il va dire que dedans, on a la Lune, le Soleil, on a Vénus, Mercure, Jupiter et Saturne. Et il va dire que, ils ont des orbites de plus en plus vastes. Donc la Lune, elle a une petite orbite. Ensuite, on va avoir le Soleil qui va avoir une beaucoup plus grande orbite, etc., etc. Il va dire que plus les planètes elles s'éloignent, plus elles ont une orbite vaste. Et comme Pythagore, il va reprendre cette idée de les cercles, ils sont parfaits. Les orbites, c'est des cercles parfaits. Et toujours Platon, les élèves de Platon, ils vont essayer de perfectionner son modèle entre les réels mouvements qu'il a trouvés et ses préjugés esthétiques. Parce que Platon, il avait quand même des préjugés esthétiques, et donc ils vont essayer de dissocier les deux. Mais dans le modèle de Platon, il y a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à expliquer les rétrogradations. Une rétrogradation, c'est ce qu'on voit ici. C'est par exemple la planète Mars qui va arriver de là. Voilà la planète Mars qui arrive de là. Et on a l'impression qu'elle revient sur ses pas et qu'elle repart. Donc ça, c'est la rétrogradation de 2003. Et donc, son modèle, il n'arrive pas à l'expliquer. Il n'arrive pas à expliquer les rétrogradations. Platon, il va aussi considérer le temps comme cyclique. Et il va aussi définir la notion de grande année. La notion de grande année, c'est quoi? C'est quand les planètes, elles reviennent à un alignement parfait qu'on appelle en conjonction. Et ensuite, après Platon, on va voir Eudoxe de Cnide. Eudoxe de Cnide, il se dit, ça ne va pas du tout, on ne peut pas expliquer les rétrogradations avec le système de Platon. Et donc, il va essayer d'expliquer les rétrogradations en ajoutant 27 sphères qui sont centrées sur la Terre. Donc là, ici, on a un modèle. Alors là, il n'y a pas beaucoup de sphères, on ne va pas toutes les mettre. Et donc, il se trouve que ce système, il reproduit tout à fait les rétrogradations, sauf que ça va être le début des problèmes pour le géocentrisme, c'est que ça devient assez compliqué, parce que 27 sphères, c'est assez conséquent. Et pour garder les mouvements des planètes, il doit en rajouter d'autres sur les planètes. Par exemple, là, il doit rajouter 3 sphères pour la Lune, 3 sphères pour le Soleil, 4 pour les autres planètes. Et donc, ça devient un vrai casse-tête. Mais ça, c'est que le début des ennuis pour le géocentrisme, parce qu'après, on va avoir Calype. Calype, il va essayer de perfectionner son système, et il va rajouter 7 sphères en plus. Donc, ça va nous faire un total de 34 sphères, ce qui commence à faire de plus en plus, et ça fait un peu mal à la tête. Et donc, il va en rajouter 2 pour la Lune et le Soleil, et 3 pour une pour Mercure, une pour Vénus et une pour Mars. Mais c'est pas fini. Parce qu'après, on a Aristote qui arrive, et lui, il veut un système qui a un peu plus une approche physique. Et donc, il pense que les sphères qui sont à l'extérieur, elles peuvent communiquer entre elles avec celles qui sont à l'intérieur. Sauf que pour rendre sa théorie plausible, il va rajouter des sphères pour que les planètes elles restent indépendantes. Et donc, il va rajouter beaucoup de sphères. Il va en rajouter 21, ce qui va nous faire un total de 55 sphères. Ce qui fait encore beaucoup plus. Et donc, ça devient compliqué à le suivre. Mais Aristote, bien sûr, il n'a pas que faire ajouter des sphères. Avec son approche physique, il va aussi démontrer que la Terre est sphérique. Ça va être le deuxième, là, dans la conférence, qui va dire que la Terre est sphérique. Il va préciser les notions de Pythagore sur le monde sublunaire qu'on a ici. En fait, c'est ce qu'on appelle le ciel. Et le monde supralunaire, c'est ce qu'il y a après. Il va dire le monde sublunaire, qui comporte la Lune, la Terre, l'antiterre et le feu central, il va dire que, en fait, il est composé que de choses imparfaites. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la Terre et l'antiterre.
Et ensuite, il va dire que ce qui est après, donc le monde supralunaire, eh ben, c'est que des choses parfaites et que le mouvement, ils sont parfaits. Hein, on retrouve cette idée de cercle parfait, d'orbite parfaite. Mais le modèle, ce qui n'explique pas, ça va être les variations de luminosité, comme par exemple la planète Vénus. Mais il y a d'autres planètes, bien sûr, qui ont une variation. Et donc, ça va être Aristote qui va marquer la fin de l'école d'Athènes. Et ensuite, on va passer à une quatrième école grecque, qui va être l'école d'Alexandrie, avec Eratosthène. Eratosthène, il va essayer de faire un modèle tridimensionnel avec les lignes principales qui sont centrées sur la Terre, hein, la petite boule qu'on voit ici. Et donc, il va mettre l'équateur céleste, il va mettre une écliptique, il va mettre les tropiques, etc. Tout ce qu'on voit ici. Et il va aussi essayer de mesurer la circonférence de la Terre, qui va constituer le point de départ pour avoir une idée un peu des distances dans le système solaire. Parce que jusque-là, on n'avait pas trop idée des distances du système solaire. Et donc après lui, hein, toujours dans la même école à Alexandrie, on va voir Apollonius de Perga. Lui, il va rompre le système de base concentrique en utilisant tout ce qui est épicycle, etc., avec le déférent. Et donc, son modèle, il va être utilisé jusqu'au Moyen-Âge à peu près. Et ensuite, on va voir Hipparque. Hipparque, il va calculer pour la première fois les excentriques et les épicycles. Les épicycles qu'on avait juste ici, alors on ne voit pas très bien, mais c'est la planète qui va tourner autour du déférent. C'est un cercle qui est ici. Et donc l'épicycle, c'est un peu ce mouvement que va faire la planète. Et donc lui, il va calculer pour la première fois ces épicycles et il va les appliquer au Soleil. Il va aussi calculer les équinoxes avec plus de précision. Et lui, il est partisan d'une Terre immobile. Alors que tout à l'heure, on avait vu que on avait trouvé que la Terre pouvait tourner sur elle-même en 24 heures. Lui, il va rester toujours sur un modèle bien géocentrique avec la Terre qui est immobile. Et comme elle est immobile, il faut bien expliquer les événements terrestres d'une façon ou d'une autre. Et donc, toujours dans cette idée, il va dire que c'est des mouvements extérieurs, donc notamment le mouvement de la sphère des étoiles. Et il va calculer le cycle de la sphère des étoiles à 36 000 ans. Et après Hipparque de Nicée, on va voir Ptolémée. Ptolémée, il va faire un grand ouvrage qu'on va appeler l'Almageste à la fin, qui rassemble en fait toutes les connaissances astronomiques jusqu'à lui. Et donc, il va apporter avec ce livre la touche finale du géocentrisme en rajoutant quelques calculs et en résolvant quelques incohérences, dont le principe de vitesse d'Aristote, qui a été résolu par les coins. Les coins, on va voir juste après ce que c'est. Et il va faire le calcul de la grande année de Platon. La grande année, hein, on a dit tout à l'heure, c'était les planètes qui revenaient au même point. Et il va la calculer à 36 000 ans. Et donc les coins, ce que c'est un point ici hein, qui va rajouter un point qui est symétrique à la Terre et autour duquel l'épicycle va tourner. Et en tournant autour de les coins, cet épicycle il va garder une vitesse constante. Et ensuite, après lui, on va voir Théon d'Alexandrie. Ça va être la personne qui va mettre fin à l'école d'Alexandrie. Et grâce à l'Almageste, il va découvrir la notion de trépidation. Et il va l'appliquer à la sphère des étoiles qui est ici, après les planètes. Et il va dire que en fait, c'est un mouvement oscillant et qu'il s'inverse tous les 640 ans. Donc il va dans un sens et tous les 640 ans, il va dans l'autre sens. Et donc après, on va avoir les inflexions arabes. Parce que là, on a vu tout ce qui est école grecque. Et là, on va un peu aller du côté des Arabes. Et on va aller à côté de la maison de la sagesse à Bagdad. Et on va voir Al-Mamoun, qui est le fondateur de la maison de la sagesse. Et il va prendre le pouvoir contre son demi-frère à Bagdad pour pouvoir fonder cette maison. Et puis il va fonder deux observatoires, un à Bagdad qui s'appelle Samassia et un à Damas qui s'appelle Qaziyun. Et grâce à ces observatoires, il va faire une campagne d'observation qui va être menée sur 2 ans, qui va être menée entre 830 et 832. Et grâce à ces observations, il va pouvoir voir que ces observations elles sont totalement différentes de ce que Ptolémée a trouvé.
Et donc ça va être la naissance en fait, de l'astronomie arabe qui va avoir pour base l'adoption et la critique des ouvrages de Ptolémée. Pourquoi la critique? Parce qu'il a trouvé des observations différentes de Ptolémée. Et ensuite, après lui, on va voir Tabit Ankoura. Et lui, il va sauvegarder les œuvres des savants grecs, par exemple aussi de Ptolémée, en les traduisant. Et donc ça va rester. Et donc lui, il va faire une constante qui ralentisse de la précession par rapport aux valeurs données de Ptolémée. Et il va reprendre aussi les travaux de la notion de trépitation de Théon d'Alexandrie qu'on a vu juste avant. Et il va calculer que la trépidation, en fait, ce n'est pas tous les 640 ans, mais c'est tous les 4171 ans qu'elle s'inverse. Et ensuite, on va avoir Al-Farghani. Al-Farghani, il va préciser la mécanique de la précession, et il pense que ça n'affecte pas juste la sphère des étoiles, mais il pense que ça affecte aussi les planètes. Et donc, il va reprendre après, et corriger les écrits de Ptolémée, et il va aussi notamment corriger l'inclinaison de l'elliptique, parce qu'elle était fausse du coup, et il va corriger la circonférence de la Terre et les distances de la planète. Mais lui aussi, en corrigeant la circonférence de la Terre, il va se tromper, et c'est un peu à cause de lui que Christophe Colomb, il s'est trompé aussi. Parce que Christophe Colomb, il va reprendre ses calculs sur la circonférence de la Terre, et il va croire que l'Inde, elle est 3 fois plus proche que ce qu'elle n'est vraiment. Et donc en reprenant ses calculs, Christophe Colomb, il va se tromper et il va trouver que son voyage, il est vachement long. Et ensuite, on va avoir Alhazen. Alhazen, lui, il va critiquer Ptolémée et il va en faire un ouvrage qui s'appelle Doute concernant Ptolémée. Et il va considérer le modèle de Ptolémée comme non physique. Pour lui, les mouvements, ils ne peuvent pas se faire sur des cercles centrés qui appartiennent à d'autres cercles. Et donc, il va fonder une nouvelle théorie qui se base uniquement sur une succession d'épicycles, les épicycles, on a vu juste avant ce que c'était. Et il va présenter dans son ouvrage modèle du mouvement de chacune de 7 planètes, parce qu'à l'époque, du coup, il connaissait les 7 planètes. Et il va définir le mouvement réel des planètes dans le cadre d'une géométrie infinitésimale, c'est-à-dire une géométrie qui se fait point par point. Et ensuite, c'est lui qui va marquer la fin du géocentrisme, et on va passer à l'héliocentrisme. Alors, pourquoi passer l'héliocentrisme? On l'a vu tout à l'heure, notamment avec les sphères qui devenaient un peu compliquées. On a vu que ça devenait de plus en plus complexe pour avoir de plus en plus de précision. Mais ça a mis vachement de temps à se faire accepter, on l'a vu juste avant, et puis même après avoir parlé d'héliocentrisme, ce n'est pas encore tout à fait accepté. Et ça a été pas du tout accepté au départ, notamment à cause de l'Église qui voulait un système géocentrique et qui réprimandait les scientifiques qui disaient le contraire. Et donc on va voir les précurseurs du modèle héliocentrique, et notamment Philolaos. Philolaos, ça va être le premier à mentionner un système où la Terre, elle n'est pas au centre. Il va dire que la Terre n'est pas assez parfaite pour mériter une place au centre de l'univers. Et donc, il va rajouter quelque chose d'autre. Il va rajouter Hestia, qu'on a vu un petit peu avant. Et donc, ça va être un foyer qui va être au milieu et qui va prendre la place de la Terre. Mais il va dire que le Soleil, en fait, c'est un miroir. C'est un miroir qui va refléter la lumière du feu central à la Terre. Ensuite, en continuant dans les précurseurs, on va voir Héraclite Dupont, qu'on va retrouver tout à l'heure, qui va être repris. Et lui, il va proposer un système géo-héliocentrique. En fait, c'est un mélange des deux. Il va dire, la Terre, elle est au centre, mais il y a Mercure, ils ne tournent pas tous autour de la Terre. Par exemple, ici, on a le Soleil. Il va dire, d'accord, il y a le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais Vénus et Mercure, elles ne vont pas tourner autour de la Terre, elles vont tourner autour du Soleil. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il disait que tout tournait autour de la Terre. Et donc là, il va montrer que tous les astres ne tournent pas autour de l'astre qui est la Terre, mais qui peuvent tourner autour d'autres astres, comme le Soleil. Ensuite, après lui, toujours dans les précurseurs, on va avoir Aristaque de Samos, et ça va être le premier à mentionner cette notion d'héliocentrisme. Parce qu'avant, c'était un mélange des deux, c'était un mélange de géo-héliocentrique
Et donc lui, il va juste passer à un modèle totalement héliocentrique. Et donc, ça va être pour expliquer beaucoup mieux les phénomènes d'observation, et ce qui va lui valoir des critiques de l'Église, parce que l'Église était toujours partisante du géocentrisme. Et après lui, on va avoir Archimède. Archimède, il va utiliser les deux modèles, le modèle géocentrique et le modèle héliocentrique, suivant ses besoins. Et ça va être le premier à citer Aristarque. Et juste après lui, on va voir Séleucos de Séleucie. Et lui, en fait, c'est un spécialiste des marées, c'est pour ça la petite photo ici. Et il va identifier celle-ci et il va trouver que c'est à cause du Soleil et de la Lune les mouvements de marée. Il va trouver que la mer va être attirée par le Soleil, par la Lune, pardon, et il va reprendre l'idée d'héliocentrisme d'Aristarque pour expliquer la déformation des océans. Parce que, quitte à être spécialiste des marées, il va expliquer la déformation des océans grâce à l'astronomie. Et il va dire que c'est à cause de la force centrifuge. Par exemple, ici, il va dire que c'est parce que la Terre elle tourne autour du Soleil que les océans ils vont se déformer. Et ensuite, il va établir un modèle géométrique qui va permettre de calculer les positions des planètes. Même si on a une petite idée un petit peu des distances, il va vouloir calculer la position des planètes. Et ensuite, après lui, on va avoir Marcianus Capella, et il va écrire un ouvrage qui s'appelle Noces de philologie et de Mercure. Et dedans, il va mettre un chapitre sur l'astronomie, où il va faire passer la notion de géocentrisme de Ptolémée. Sinon, on l'aurait perdu. Et il va aussi faire passer la notion d'Héraclite Dupont de géo-héliocentrisme. Donc il va sauvegarder un peu le modèle de Ptolémée et d'Héraclite Dupont. Et Copernic, ça va lui servir. Il va s'inspirer de ces deux modèles pour créer le modèle héliocentrisme, son modèle d'héliocentrisme. Et après lui, on va avoir Jean Scott d'Érigène. Et lui, il va placer Mars, Jupiter, à cause de leur luminosité, autour du Soleil. Donc là, il va dire que ça va tourner autour du Soleil. Et contrairement à Saturne, qui trouve peu lumineuse, et il se dit, ça ne peut pas être autour du Soleil. Et après, on va voir Nicolas de Cuse. Et lui, il va réfléchir sur le concept d'infini, ce qui va le mener un petit peu à l'univers. Et il va déduire que l'univers, c'est un cercle dont le centre il est un peu partout et dont la circonférence, elle est nulle part. Et il va dire que la Terre, non, elle n'est pas fixe, elle n'est pas immobile, elle est animée d'un mouvement. Comparé à ce qu'il disait avant avec le géocentrisme, qui disait que la Terre était immobile et que les événements terrestres étaient dus à un mouvement extérieur à la Terre. Et après lui, on va voir Paul Wittich. Et lui, il va revenir sur un système géo-héliocentrique. Et il va reprendre celui d'Héraclite Dupont qui a été transmis juste avant, on l'a vu, par Marcianus Capella. Et il va mettre que Mercure et Vénus, elles tournent autour du Soleil. Et avec ça, avec ce système, il va débattre un petit peu avec Tycho Brahe, qu'on va voir juste après, ce qui va lui permettre de faire son propre système de Tycho Brahe. Et Tycho Brahe, on en vient, il n'adopte pas la notion d'héliocentrisme, parce que juste avant, il parlait de géo-héliocentrisme, parce qu'il il dit la Terre, elle tournait autour du Soleil, elle devrait pouvoir se mesurer par le parallaxe des étoiles. Et son modèle géo-héliocentrique, c'est un bon compromis entre Ptolémée et Héraclite Dupont et Copernic, parce que Ptolémée, lui, il est toujours dans un modèle géocentrique. Ensuite, on va voir Héraclite Dupont qui est dans un modèle géo-héliocentrique, et on va voir Copernic, et donc son modèle géo-héliocentrique, ça va être un bon compromis. Et il se trouve que son modèle, ça va bien aider à faire accepter le modèle héliocentrique, parce que le modèle géo-héliocentrique, il va être adopté par les jésuites. Ils sont passés d'un modèle géocentrique à un modèle géo-héliocentrique. Ce qui va permettre, du coup, l'avancée des pensées vers un modèle héliocentrique. Et donc, après les précurseurs, on a les fondateurs, et vous connaissez tous très certainement Nicolas Copernic. Lui, c'est lui qui va inventer le modèle d'héliocentrisme.
Il va se baser sur les travaux des astronomes grecs qu'on a vus juste avant, donc Philolaos, Héraclite Dupont qui a inventé le géo-héliocentrisme, et Eucophantos. Et il va résoudre quelques erreurs sur les observations et les positions des astres qu'avait fait Ptolémée. Ce qui va lui permettre notamment d'expliquer plus simplement les rétrogradations, qui est expliqué juste avant dans le géocentrisme, très compliqué avec les cercles. Et bien là, il va les expliquer beaucoup plus simplement sans les cercles, parce qu'il est dans un modèle héliocentrique. Et après lui, on va avoir Johann Kepler, et avec les données de Tycho Brahe sur Mars notamment, il va découvrir que les orbites, ce ne sont pas des cercles parfaits, comme le disait Ptolémée, mais que ce sont des orbites elliptiques, comme on connaît aujourd'hui. Et grâce à ça, il va citer 3 lois. Il va dire que les planètes, elles ont toutes une orbite elliptique, que la vitesse des planètes, elle va varier et elle va être de plus en plus élevée au fur et à mesure que les planètes, elles se rapprochent du Soleil. Par exemple, on a Mercure qui va faire le tour du Soleil en 88 jours, et comparé à Vénus qui fait le tour du Soleil en 29 ans. Et il va dire que plus une planète est loin du Soleil, plus sa période de révolution est importante, comme je viens de faire la comparaison entre Mercure et Saturne. Et toujours dans les fondateurs, on va voir le dernier, on va voir Galilée, qui va valider le système de Copernic avec ses observations, et ça va être le premier à faire des observations avec une lunette. Il va observer les astres avec une lunette, et il va prouver que les astres, ils ne tournent pas autour forcément de la Terre, mais qui vont pouvoir tourner par exemple autour d'autres astres. Il va découvrir notamment que Jupiter, il a des satellites, ce qui va prouver qu'il y a d'autres astres qui peuvent tourner autour d'autres planètes que la Terre. Et il va observer aussi les phases de Vénus par rapport au Soleil. Et Galilée, il ne va pas faire que ça, il va aussi, grâce à sa lunette, remarquer que la Lune, elle a des reliefs. Et il va déduire que le monde supralunaire, en fait, il n'est pas différent du monde sublunaire. Et donc, il va enlever cette notion de ciel et cosmos qu'on avait vu juste avant, et il va les lier toutes les deux. Alors, l'Église, toujours, l'Église qui va dénoncer ces théories et qui va l'obliger à les abjurer et à finir sa vie en résidence surveillée parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec ses propos. Et donc, il voulait cacher ses propos. Mais pourtant, sa démarche, s'appuyant sur les observations pour démontrer une théorie scientifique, ce sera l'un des plus grands fondateurs de la méthode de sciences modernes qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de la conférence. On va finir avec une citation de Galilée, « Le doute est père de la création ». Et merci pour votre écoute.